Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, s'associer, c'est croire à la même idée, mais pas toujours de la même façon. Le pacte d'associés, c'est ce fil discret qui lie les ambitions, les risques, les caractères. Il se rédige non pas seulement avec des clauses, il se tisse aussi avec la confiance, de la lucidité et parfois un peu d'intuition. Nous en parlons ce matin du pacte d'associés, des fusions-acquisitions. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours jusqu'à midi. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Sylvain Alasser, qui est fondateur du cabinet Alasser, Jury Conseil. Le Jury Conseil, c'est un cabinet de conseil juridique, par définition. Notre thématique du jour, nous parlons du pacte d'associés. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'associés? Dans quelle mesure on peut en rédiger conformément aux volontés des uns et des autres? Elles peuvent être extrêmement variées. Nous restons bien entendu ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, nous allons parler également des fusions-acquisitions. Sylvain Alasser, mais avant de débuter, je voudrais simplement qu'on essaie de définir de quoi il en retourne, parce que effectivement on peut avoir la volonté de s'associer, parfois avec un ami, parfois avec des membres de la famille, mais encore faut-il savoir comment le faire de la façon la plus judicieuse, de sorte à éviter le maximum de difficultés qui peuvent survenir dans la vie de l'entreprise. Sylvain Alasser. Oui, tout d'abord, Saoudi, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, pour être avec vous ce matin, pour aborder effectivement un terme très important en matière de transmission d'entreprise, d'acquisition d'entreprise ou fusion d'entreprise, effectivement le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés en fonction de la forme juridique de la société. Alors il y a plusieurs façons d'aborder le pacte d'associés. Alors, ça sera associé ou actionnaire sans distinction de la forme sociale dans le cadre de d'autres discussions. Moi, je dirais que le pacte d'associés, c'est un document, c'est un contrat, qui va venir organiser les relations entre les associés de manière plus approfondie que ne le permet les statuts. Ça, je pense que c'est le point de départ à partir duquel on peut, je pense... C'est-à-dire qu'il y a plus de précision par rapport au... Alors il y aura plus de précision, on va entrer dans un certain nombre de détails et puis on va aussi organiser des clauses que l'on ne met pas forcément dans les statuts. Alors je pense qu'on va aborder peut-être par la suite la nature des articles que l'on peut intégrer. Et puis il y a un autre point important pour moi, en tout cas dans ma pratique des pactes d'associés, mais je pense que d'autres conseillent également, c'est que c'est une feuille de route de la façon dont on va organiser nos relations et dont on va les mener, avec à la fin une clause, qui est la clause des différends, qu'on oublie très souvent, mais qui est la clause la plus importante. Je n'irai pas là où vous voulez peut-être me mener, en tout cas pas pour l'instant, je ne parlerai pas de médiation. Le pacte, il doit aussi en tout cas avoir comme clause, ou différentes clauses, les solutions qui vont permettre aux associés qui sont différents de trouver une solution pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Oui, alors, si j'entends bien, le plus important, ça arrive à la fin. Oui, essentiellement, il est de tradition de commencer par... Non, je dirais l'essentiel. Oui, non, il faut avoir une lecture... quand on s'associe, il n'y a pas que le point de départ, on s'associe, il y a l'exécution, le pendant, et puis il y a, je dirais, quand on approche de la fin, et très souvent, effectivement, on peut avoir des sorties compliquées, et c'est bien d'avoir dans un pacte différentes clauses de sortie qui ne sont pas forcément à la fin. On abordera d'autres clauses, je pense notamment à la clause de retrait, qui peut permettre effectivement la sortie de la société majoritaire quand les choses se passent mal, sans passer par l'application d'une clause de différend. Mais ceux qui nous écoutent, il y a les statuts de l'entreprise, et puis il y a le pacte d'associés. Alors, dans l'échelle, entre guillemets, juridique, qu'est-ce qui prime? Et puis, quelle est la valeur juridique d'un pacte d'associés, Sylvain Alasser? Alors, je vois qu'on aborde les questions déjà de fond dès le départ de cette matinée. Les statuts, c'est l'élément, c'est le document, c'est le contrat qui va primer puisqu'il est organisé par la loi, il fait l'objet d'une publication. Et les tiers peuvent en prendre connaissance s'ils le souhaitent en demandant une copie des statuts auprès du registre du commerce. Donc c'est ce document qui est opposable aux tiers et aux associés. Le pacte d'associés, c'est un document qui est signé entre les parties dans le cadre d'un document de droit commun. Confidentiel. Alors oui, il est confidentiel, parce que parfois certaines clauses n'ont pas être connues des tiers.
Et il est effectivement très souvent confidentiel. Il peut y avoir des cas de figure où il va perdre sa confidentialité lorsqu'il y aura un conflit, qu'on va devant le tribunal, lorsque les choses se gâtent et qu'on va devant le tribunal, le pacte effectivement ne deviendra plus confidentiel. Sinon, c'est un document qui est confidentiel et ce qui va, dans certains cas, conduire à un petit peu d'ingénierie juridique dans la rédaction des statuts pour intégrer certaines clauses dans les statuts pour les rendre opposables également aux tiers. Bon, il y avait une citation qui disait on signe des contrats pour éviter des guerres. Donc, est-ce qu'il y a un aspect prévention qui permet, entre guillemets, d'éviter d'en arriver aux derniers aspects qui sont traités dans ces pactes d'associés, entre guillemets, à savoir le règlement des différends? Est-ce qu'il y a des façons de faire ou des aspects qui peuvent être préventifs, qui sont intégrés dans ces fameux pactes d'associés, Sylvain Lasserre? Alors, c'est comme tout contrat, il y a un moment d'euphorie quand on se rapproche. Je pense l'entrée, sans aller sur les sujets de transmission familiale. Oui, ça voilà, mettons ce sujet un petit peu à côté, mais sur une opération classique d'acquisition ou d'une fusion. Donc il y a un moment d'euphorie où effectivement on est sur cette opération et puis on négocie la documentation et après elle est mise en œuvre. Et on oublie parfois que le contrat va évoluer dans le temps, les relations entre les parties peuvent évoluer dans le temps, parce que les choses sont qu'elles sont. On va peut-être pas plus s'entendre avec notre partenaire, que ce soit effectivement un partenaire technique, un partenaire industriel, fonds d'investissement. Les regards ne sont plus les mêmes, donc ce qui fait que la relation qu'on avait au départ, qui était bonne, ou quelque part après la signature, on a ouvert la bouteille de champagne, les choses peuvent se gâter. Et il est important dans la négociation, et là je parle d'un contrat en général, pas spécialement d'un pacte d'actionnaires, mais tout contrat qui va nouer une relation à long terme ou à moyen terme avec une partie, c'est de prendre en compte qu'on est dans une relation humaine et que cette relation peut se dégrader. Donc, pendant la négociation effectivement du contrat, il faut intégrer ces éléments-là et s'assurer que tout ce qu'on va écrire puisse être bien interprété, bien compris par les mêmes parties et organiser effectivement des clauses qui vont permettre de mettre un petit peu de l'huile dans les rouages pour pouvoir effectivement avancer en cas de conflit ou éventuellement en sortir. Et ça, c'est un point important, c'est l'humanité dans les contrats et encore plus dans les pactes d'actionnaires, puisque là, on a deux personnes qui vont travailler ensemble, qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissaient pas au départ, et qui ont peut-être des intérêts, ils ont certainement des intérêts divergents, même s'ils ont des intérêts en commun, faire en sorte que l'entreprise fonctionne bien, dégage du résultat, mais peut-être que la façon d'aller sur un chemin n'est pas la même en fonction des uns et des autres. Oui. Ce que j'entends, c'est que il y a les statuts, il y a le pacte d'associés. Alors, et la question qui se pose, c'est pourquoi avoir des précisions supplémentaires ou rédiger ce pacte d'associés ou ce pacte d'actionnaires. Alors, j'entends bien qu'il y a beaucoup de situations différentes. Il y a celui qui a besoin d'investisseurs. Alors, les investisseurs, c'est peut-être un fonds, c'est peut-être une personne qui est intéressée au projet, c'est peut-être une personne de la famille avec laquelle on a des liens de confiance ou un ami. Donc, il y a beaucoup de situations différentes. Est-ce que c'est quelque chose à conseiller en toutes circonstances, le pacte d'associés? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est évitable, entre guillemets, si la rédaction des statuts est bien ficelée? Sylvain Lasserre. Oui, alors je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément répondu à votre dernière question sur est-ce nécessaire de signer un pacte. Je pense effectivement que c'est nécessaire, même si on est dans une relation de confiance avec la personne avec laquelle je vais négocier, soit parce qu'on s'en connaît, soit parce que les premiers contacts se sont bien déroulés, même au sein effectivement d'une relation familiale. Il va d'un patrimoine, les relations peuvent évoluer. Les relations sont peut-être des conflits sont peut-être cachés. On a mis la poussière sous le tapis, comme on dit. Donc on ne sait pas quelle est la réalité des choses. Oui. Et en matière d'association, je pense que vous interrogez tous les juristes, vous diront la même chose. On a tous connu des cas où effectivement au début tout était rose et à la fin malheureusement ça s'est terminé. C'est même propre peut-être au tempérament d'entrepreneur. Quand on entreprend, on est nécessairement confiant.
au départ, par nécessité, on va davantage croire que on aura tendance davantage à croire qu'effectivement les choses ont évolué positivement. Et c'est la nature des relations humaines que de constater qu'elles peuvent se dégrader de temps en temps. Mais au moment où on entreprend, il y a nécessairement un excès d'optimisme parce qu'on croit dans le projet qu'on a entrepris, entre guillemets. Alors moi j'ai vu différentes choses. Effectivement, on peut avoir un excès d'optimisme parce que la négociation s'est bien déroulée. Oui. Comme peut y avoir, je dirais, voilà, on a signé un deal, on va travailler ensemble, on va développer des choses, mais voilà, on reste, je ne veux pas dire prudent, mais on sait de quoi peut être fait l'avenir et on a organisé, on a une façon de travailler qui gère les choses. Après, vous avez des personnes. Alors, j'ai eu les deux cas de figure. Mais la confiance n'exclut pas la prudence. Ça, je ne veux pas forcément dire de contrôle, mais la prudence. C'est une phrase déformée de la devise du KGB, ça. Je ne savais pas, merci pour l'information. Oui, c'était la devise. Ou la délégation n'inclut pas le contrôle. Absolument. Bon, en tout cas, on a entrepris quelques éléments d'explication. Fort heureusement, nous avons le temps dans cette émission. Nous restons ouverts à l'échange, à vos avis, à vos questions. Ce sera après la respiration musicale et bien entendu pour que vous puissiez prendre contact avec nous, il vous suffit de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 et ce jusqu'à midi. Et nous sommes avec notre invité Sylvain Alasser. Nous parlons ce matin du pacte d'associés, d'actionnaires, des fusions-acquisitions. Il y a différentes situations qu'on pourra aborder les unes après les autres, mais on disait que c'était possiblement quelque chose d'intéressant, voire presque d'obligatoire d'un point de vue de la prudence, entre guillemets, Sylvain Alasser. C'est dans quel sens? Qu'est-ce que ça prévient comme difficultés qui peuvent apparaître, entre guillemets, à la suite d'une vie, de la vie de l'entreprise? Qu'est-ce que ça peut éviter comme problématiques qui peuvent exister entre les associés ou entre les actionnaires, Sylvain Alasser? Alors, le pacte de l'actionnaire, il va poser les engagements des uns et des autres. Donc si je m'engage, et si c'est écrit, l'autre personne qui pourra constater facilement que l'engagement que j'avais pris n'a pas été réalisé. Donc par rapport à cette notion de prudence, maintenant sur quoi ça peut porter? Alors effectivement, il y a différentes clauses de différentes natures. Il y a les clauses qui vont être liées à l'organisation de la gouvernance. Il y a les clauses qui vont être liées à l'exercice du pouvoir, donc par rapport au droit de vote, que ce soit dans les assemblées générales ou au niveau des organes de gouvernance. On aura les clauses de sortie ou d'entrée de partenaires dans le capital social. Donc toutes ces choses-là, c'est on va faire comme ci, on va faire comme ça. Si c'est pas écrit, la personne qui s'est engagée peut oublier son engagement. L'autre qui a bénéficié ou créancière de cet engagement, comment pourra-t-elle prouver que l'autre personne en face d'elle s'était engagée à faire telle chose? Je prends un exemple très 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 simple pour donner un exemple parlant. On est dans une société, que ce soit une SA, une SRL, peu importe, les dirigeants, enfin les acquéreurs, ou en tout cas ceux qui entrent dans le capital, sont convenus de faire une alternance au niveau des administrateurs, des organes de direction de gouvernance. Les personnes qui sont en place disent ok, une rotation. Une rotation, on va effectivement utiliser des choses simples. On va organiser une rotation. Les personnes qui ont la main sur effectivement les organes de décision, très bien, tous les ans ou tous les 2 ans, comme on est convenu, on tape dans la main, on démissionnera et vous viendrez à notre place. Si c'est pas écrit, les personnes qui sont engagées à démissionner peuvent prendre leurs aises. peuvent garder, sauf si effectivement celui qui est entré dans le capital, éventuellement, a une majorité qui lui permet effectivement de révoquer les dirigeants. Faut-il encore que les conditions sous cette forme sociale soient révoquées. Donc et après on rentre dans une guerre, puisque tu n'as pas respecté ton engagement. Ok, moi je peux faire jouer éventuellement la majorité que j'ai, mais faut-il encore que je puisse convoquer l'Assemblée Générale? La convocation, c'est par les organes qui ont le pouvoir de le faire, donc soit le conseil d'administration, soit le gérant. Si c'est entre les mains de ceux qui s'étaient engagés à faire et qui ne font pas, la situation est bloquée. Oui. La situation est complètement bloquée, et donc on a un conflit qui se met en place, avec tout ce que vous pouvez imaginer derrière.
Oui, donc ça c'est un exemple extrêmement parlant. Alors sur la gouvernance, il y a différentes façons de procéder, et spécifiquement ce qui concerne parfois la relève, et ça on va y venir après le flash d'information. Alors on a évoqué dans une précédente émission l'intérêt de rédiger des pactes d'associés lorsqu'il y avait un chef d'entreprise et qu'il y avait la relève qu'il s'agissait de préparer. Alors le pacte d'associés, c'est une forme de sortie entre guillemets par le haut des associés, c'est-à-dire des héritiers, de sorte à se mettre d'accord effectivement sur l'aspect gouvernance. Sylvain Lasserre. Alors, dans la pratique, est-ce que c'est un cas fréquent ? Alors, en matière de transmission familiale, on est sur une organisation qui est un peu différente, où on va intégrer un autre document qui peut être ce qu'on appelle la charte familiale, ouais, qui va organiser la façon dont les héritiers ou les autres membres de la famille, ils ne sont pas forcément les héritiers proches, mais on va parler d'une famille élargie, la façon dont ils vont, je dis bien pas entrer dans le capital, mais accéder à l'entreprise. Soit, on va commencer par le bas de l'échelle pour vous montrer, tu vas démarrer comme stagiaire. Ah. C'est pas fréquent, mais après, une fois que tu auras fait tes études, tu auras fait telle chose, tu pourras entrer dans l'entreprise à un poste de direction. Oui, et ça c'est quelque chose qui peut être organisé en amont, et quelquefois lorsque ce n'a pas été prévu, parce que la mort peut être soudaine, il s'agit de le faire sur le tas. Alors, en tout cas, sur les sujets sur lesquels moi j'ai pu travailler, on est sur des familles où effectivement on a un nombre d'héritiers ou de jeunes membres, cousins, cousines qui sont là et qui peuvent être intéressés pour travailler dans l'entreprise. On peut prévoir effectivement des A, des B et C et D. Oui. Donc éventuellement stagiaire, on rentre comme salarié, ensuite comme salarié dans l'entreprise. Après on prend des postes de direction. Et après on peut accéder à la gouvernance de l'entreprise. Donc soit en tant qu'administrateur, soit en tant que dirigeant, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, etc. Et donc ça, c'est l'accès au pouvoir. J'ai pas encore accédé au capital. J'accède au pouvoir, je fais mes preuves, et soit parallèlement ou après, ça sera avant en cas de décès, mais si on évacue la question du décès, effectivement il y aura la transmission peut-être de tout ou partie du pouvoir, du capital qui se posera. Voilà, donc on a une segmentation des choses, et effectivement quand il y a le décès d'un dirigeant, tout ça est bousculé. Nous n'avons pas de décès, mais nous avons une segmentation. C'est l'heure des actualités, nous sont présentées à l'instant même par Karim Donné. On va se retrouver pour la suite de notre émission, se consacrer ce matin au pacte d'associés, au pacte d'actionnaires, à la fusion-acquisition. Pour cela, il vous suffit, si vous avez des avis à faire entendre ou des témoignages, nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts consacrée ce matin au pacte d'associés. Alors il y a une nouvelle question juridique qu'on vient d'entendre. Alors la charte familiale. Alors les distinctions sont des contrats qui sont entre guillemets en dehors des statuts. La charte familiale, le pacte d'associés. Si j'entends bien les distinctions, les différences qui existent entre les deux. Effectivement, dans la charte familiale, on va organiser la façon dont les personnes d'une famille sont susceptibles d'entrer effectivement dans le fonctionnement de l'entreprise, un peu comme je l'ai indiqué tout à l'heure avant les informations, et la façon dont le patrimoine, les titres des sociétés ou le patrimoine au sens large va être géré, les règles de diligence, de prudence qui vont conduire à la façon dont on va effectivement mener des investissements, des ratios qu'on s'engage à respecter, une certaine déontologie qu'on peut avoir au sein de la famille par rapport à nos partenaires. Donc quelque part, une façon de faire des choses. Pourquoi ? Parce que c'est le patrimoine familial et on doit le gérer de façon à le préserver et à le faire évoluer, grandir et continuer à bénéficier aux personnes qui vont arriver par la suite, donc les générations futures. Oui. Si j'entends bien, se mettre d'accord sur une charte familiale, c'est quelque chose qui se fait par nécessité en amont, lorsqu'on est dans l'optique de prévoir, entre guillemets, l'intégration future des membres de la famille. Voilà, quand on est effectivement dans une logique où on a un patrimoine qui a été transmis de génération en génération et qu'on veut poursuivre effectivement cette transmission, très souvent on organise
ces règles du jeu à travers une charte familiale. Alors, toutes les familles ne le font pas, parce que ça dépend effectivement. Là, je parle de structures, de groupes avec vraiment un patrimoine important, en tout cas en termes d'entreprise à gérer, avec des perspectives de développement, des enfants qui veulent entrer effectivement ensuite dans la direction de l'entreprise ou pas. Comment ils vont effectivement entrer, donc un petit peu les conditions que je pouvais évoquer tout à l'heure. Il y a aussi des personnes, des héritiers qui ne sont pas forcément intéressés pour avoir tout ou partie du pouvoir, mais qui veulent quand même toucher, on va dire, des espèces sonnantes et trébuchantes, donc le droit aux dividendes. Donc il y a plein de choses qu'on va organiser pour dire, ça sera comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas entrer dans le pouvoir, ils auront effectivement droit aux dividendes. Donc on organise tout ça pour le futur. Sinon, alors, est-ce qu'il y a aussi un point important, c'est que dans cette rédaction de charte familiale, on va garder ce terme, dans les familles, il y a aussi une réalité humaine qui est très présente. Oui, qui est digne de prendre la relève. Alors, Alors, aussi, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi ? Donc on va organiser tout ça, mais même si tout ça est organisé, de toute façon il y a aussi une réalité humaine comme je l'évoquais, donc les conflits qui sont sous-jacents, et donc même en matière familiale, alors là on va pas forcément passer tout de suite par la médiation, mais on va organiser effectivement, et ça peut être effectivement soit quelqu'un qui est habitué à qui a le patriarche ou quelqu'un dans le groupe familial vers lequel on s'est toujours retourné pour éventuellement, alors je ne vais pas dire trancher des litiges, mais en tout cas pour aider les membres de la famille à trouver des solutions. Donc ça aussi c'est important, intégrer cette dimension humaine, cette réalité humaine, et comment on la solutionne le plus tôt possible. Mais si j'entends bien, la distinction, c'est que des membres de la famille ne sont pas nécessairement des associés ou des actionnaires de l'entreprise, pour autant, avant qu'ils ne puissent l'être, entre guillemets, il y a des règles sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour intégrer de façon progressive, ou en tout cas des règles qu'on peut intégrer en amont, qui prévoit effectivement l'intégration des membres de la famille. C'est exactement ça, tout ça se fait vraiment, et il n'y a pas une règle de conduite préalable que tout le monde doit suivre, c'est en fonction de la réalité, de ce que souhaite la famille, de ce que souhaitent les héritiers. Parmi les choses aussi, parfois, il faut prendre en compte, et on se dit, il y a peut-être des membres de la famille éloignés qui ne rentreront pas dans le capital. On peut se poser la question effectivement du conjoint ou de la conjointe. Alors il y a, en fonction de ce qu'on va mettre dans cette charte familiale, qui va être aussi coiffée après avec un pacte d'associés, il faut aussi penser à mettre en harmonie les statuts. Donc quand je dis harmonie, c'est pas par rapport à la loi, c'est ce qu'on a décidé ensemble, et qui donne lieu éventuellement à des mises en œuvre de clauses statutaires. Il faut que les statuts soient en adéquation avec ce qu'on a décidé. Donc je parlais effectivement des conjoints, notamment dans les SRL, il faut prévoir effectivement l'exclusion des conjoints ou de certains héritiers au-delà d'un certain rang. Donc il y a toute une ingénierie juridique ensuite qui doit être mise en œuvre. En fonction des spécificités. Alors, est-ce que ça peut concerner une partie des actionnaires ? Et les actionnaires d'une entreprise peut être les membres d'une famille, en plus d'autres investisseurs. Et de ce point de vue, est-ce qu'il y a des règles sur lesquelles on peut se mettre d'accord, entre guillemets, entre certains actionnaires, sans inclure d'autres actionnaires ou d'autres associés, Sylvain Lasserre ? Alors on peut avoir effectivement des pactes d'associés qui sont uniquement entre certains associés et un tiers. Ah oui. Voilà. Alors un tiers qui est entré qui vient d'entrer dans le capital, généralement, j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des pactes où, d'ailleurs ça n'a pas de sens, le pacte il est entre associés, je régis les relations entre associés. Après on peut avoir d'autres types d'engagements avec une personne extérieure, mais on n'est pas sur un pacte d'associés. Mais le pacte d'associés peut être effectivement uniquement entre certains associés qui peuvent être éventuellement former un noyau dur. Les minoritaires n'ont pas à connaître de la façon dont on entend régir nos relations, que ce soit par exemple au niveau d'une alternance, au niveau du pouvoir, comment on va s'organiser sur la façon de prendre des décisions. S'il y a une question qui va se poser sur un besoin de financement,
très souvent on parle effectivement d'antidilution, c'est-à-dire que les associés, en tout cas ceux qui auront signé le pacte, s'engagent à participer à l'augmentation du capital. L'antidilution, c'est pour ne pas effectivement perdre la main sur les organes décisionnels. Voilà, soit prendre à la main ou soit perdre une partie du capital. Oui. Donc ça, c'est effectivement des choses que l'on trouve généralement dans la plupart des pactes, puisqu'en fait c'est ça le nerf de la guerre, c'est le pouvoir et l'argent à travers le dividende et le droit de vote. Bon, je crois qu'on a dit l'essentiel sur certains éléments. On va prendre des cas pratiques. Ce sera après la respiration musicale, durant laquelle nous restons joignables, bien entendu. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Pour la suite de notre émission, chers auditeurs, nous sommes avec Sylvain Lasserre et nous parlons ce matin des pactes d'associés, des chartes familiales, de l'acquisition, de la fusion, lorsque effectivement on souhaite s'organiser en amont de sorte à prévenir les conflits qui peuvent surgir. Alors nous parlions spécifiquement des différents cas de figure. Alors des fois on y vient au pacte d'associés lorsque la difficulté est déjà là. Elle ne s'est pas nécessairement exprimée avec clarté, mais effectivement, bon, quand il y a une personne qui prend les décisions, c'est plus simple. Quand il y a des héritiers, c'est plus difficile parce que qui pourra prendre effectivement la relève? Est-ce que c'est fait d'une façon à rassurer ceux qui n'auront pas nécessairement des marges dans la prise de décision de l'entreprise? Des fois, effectivement, lorsque la mort est soudaine du chef d'entreprise, la question se pose pour les héritiers de savoir comment on peut s'organiser. Le pacte d'associés est en ce sens une voie possible pour éviter le désastre, c'est-à-dire la liquidation de l'entreprise. Sylvain Lasserre. Oui, alors effectivement, vous avez raison, c'est le désastre n'est pas très loin. La difficulté de l'exercice, c'est que le pacte d'associés, c'est un contrat. Et on s'engage volontairement ou pas dans un contrat. Donc face à certaines situations, on ne sait pas si les personnes qui vont entrer dans le capital de manière, je dirais, accidentelle suite à un décès, sont prêtes à signer un pacte d'associés ou pas. Alors je pense qu'il y a plusieurs réalités. La première réalité, effectivement, si on reste sur les entreprises familiales et qu'on est sous le choc d'un décès, soit tout le monde est sous le choc et on prend conscience qu'il faut resserrer les coudes et on peut être dans un climat, tout le monde va de l'avant et on organise peut-être ce qui aurait dû être organisé avant mais qui n'a pas été fait pour différentes raisons. Et je dirais là on est dans un contexte où tout le monde soit met le doigt sur quelque chose, enfin en tout cas cache quelque chose, se tait, parce que effectivement les intérêts personnels sont moins forts que les intérêts familiaux, et que si nos intérêts ensemble, à nous de la famille, nécessitent de nous organiser, nous allons nous organiser. Oui, mais la difficulté, c'est que certains peuvent avoir le souhait d'être dans la pérennité ou dans la continuation, d'autres qui n'ont pas nécessairement été intégrés veulent simplement encaisser l'argent. Sylvain Lasserre. Donc, est-ce que c'est une solution, c'est un moyen qui peut être envisagé dans ce cadre-là pour rassurer les uns et les autres de sorte à faire apparaître au fil du temps ou au fil des conversations et des conflits latents l'intérêt mutuel des associés ou des actionnaires qui auront été effectivement à la suite d'un accident. Alors, j'évoquais juste avant effectivement la situation idyllique. Maintenant, c'est si rare, très très rare. Moi, j'ai jamais rencontré. Donc, très souvent, effectivement, on a un décès, et puis les héritiers sont là, et puis il y a des personnes qui ont envie, je dirais, de poursuivre leur aventure au capital, d'autres ont envie, je dirais, d'exercer le pouvoir. Donc, soit les parties convergent, là encore on va dans quelque chose où il va être peut-être facile entre guillemets d'organiser quelque chose, mais la difficulté effectivement c'est celle que vous soulevez, lorsque on peut avoir sur
entre celui qui a besoin, qui est juste intéressé par le dividende, parce qu'il veut mener sa vie où il veut, et puis celui qui veut entrer effectivement avoir du pouvoir, parce que lui, il a toujours rêvé de diriger le groupe familial. Mais si tout le monde effectivement est d'accord, ils vont discuter pour organiser les règles du jeu. Alors il peut y avoir des frottements, donc tout ça peut effectivement se gérer. La plus grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas effectivement, quand les frottements sont très très forts, parce qu'il y a toute une histoire derrière, qu'elle soit familiale ou professionnelle, qui vont empêcher ces négociations, parce que un pacte d'actionnaires ou un pacte d'associés, il n'existe que si les personnes qui entrent dans le capital ont la volonté de le signer, et donc ont la volonté de négocier la façon dont ils vont organiser effectivement les règles du jeu. Si la difficulté, Sylvain Lasserre, c'est que lorsque il y a parfois cet élément accidentel de la vie, ce qui peut exister, même les personnes concernées ne savent pas nécessairement qu'il y a la possibilité de trouver une porte de sortie satisfaisante en se mettant d'accord sur un pacte d'associés. Donc celui qui a intérêt à préserver le patrimoine familial et qui souhaite peut-être prendre la relève, doit en passer par un travail de conviction, en établissant de la confiance, en s'engageant sur un certain nombre d'éléments, de sorte à ce que les uns et les autres, dont le point de départ est peut-être tout autre, qui ont été à l'écart de l'entreprise familiale, puissent être rassurés, Sylvain Lasserre. Vous avez entièrement raison. La réalité de toutes ces situations, c'est la communication, c'est le dialogue. Alors, il y a des cas de figure où effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de ce à quoi elles peuvent avoir droit, parce qu'elles sont parties ailleurs, elles ont plutôt, je dirais, sont dans le domaine artistique, le reste ne les intéresse pas, ou peu importe, chacun a sa vie, son regard sur les choses. Mais effectivement, peut-être qu'elle peut apprendre à la lecture d'un article, ou par un coup de téléphone, par un email, ou un article de presse, tiens, j'avais le droit à ça. Et ça va réveiller effectivement ou va faire apparaître effectivement de l'appétit. Et c'est là où les choses vont être compliquées. L'autre situation, on se dire, de toute façon je sais que ma soeur, mon frère, mon cousin ne sont pas intéressés, donc je les laisse tomber. Et je vais travailler uniquement avec ceux qui sont en vie. C'est pareil, si ceux qui ont été mis de côté parce que moi je sais que ça ne les intéresse pas, peut-être qu'ils se sont tus jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'est aussi un jour ou l'autre mettre le pied dans le domaine de l'entreprise. Donc et c'est toute la difficulté, il y a un vrai travail de communication, de dialogue à mener, mais ça implique que j'ai conscience que j'ai d'autres personnes en face de moi, j'ai des membres de la famille, je vais aller les interroger, s'il y a longtemps que je ne les ai pas vus, pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Oui. Mais là on est dans un monde, je dirais, idyllique, où on a conscience de l'existence de l'autre, même s'il s'est tué, même si au bout du monde, il a droit aussi à quelque chose. Allons discuter. Et des fois, on a envie de discuter pour faire apparaître l'intérêt commun, Sylvain Lasserre. Donc c'est à charge pour celui qui a l'intérêt le plus fort, entre guillemets, à prendre la suite ou les rênes de l'entreprise, de convaincre. Est-ce qu'il y a des façons de faire qui peuvent être, entre guillemets, qui peuvent accroître les chances d'en arriver à ce type de solution qui préserve le patrimoine familial, sans en venir, sans aboutir aux ventes aux enchères, aux déchirements familiaux et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des méthodes ou des façons de faire qui peuvent accroître effectivement les chances qu'on a de préserver l'intérêt familial? Parce que nous avons beaucoup d'entreprises familiales au Maroc, Sylvain Lasserre. Alors, il y a deux, je dirais, on peut voir trois façons. La première, je l'évoquais, on sait que dans la famille, il y a une personne qui a toujours été celle qui nous a aidés. Le sage de la famille. Le sage de la famille. Voilà. Le sage de la famille. Il existe, on sait qui il est, et on va se tourner vers lui dans cette situation-là. Il n'y a pas de sage dans la famille. On a des personnes qui ont des intérêts. Elles vont effectivement chercher à créer le dialogue, la communication avec les autres personnes. Donc faut-il encore qu'en face, il y ait cette volonté, il y ait du répondant. Et ici, si c'est le cas, on peut imaginer effectivement qu'il y ait des règles de communication, une façon en tout cas de travailler pour permettre à chacun d'avancer, d'exprimer ses besoins et de trouver des solutions. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus organisé. Alors moi, je ne l'ai jamais vu dans les sujets de transmission familiale, mais ça peut exister, ça peut te mettre en place. C'est ce qu'on appelle la médiation de projet.
donc c'est plutôt sur des sujets de projets industriels, ce genre de choses, industriels, de services, etc. Où on est sur une relation à long terme. La construction du projet prend du temps. Il y a beaucoup de relations humaines dans tout ça, il y a beaucoup d'intérêts. Et donc c'est autant d'occasions, malheureusement, effectivement, d'entrer en différent. Et donc on va mettre en place une structure, une personne qui va jouer un petit peu ce rôle de médiateur pour purger les différends entre les parties tout au long, effectivement, jusqu'à la signature du projet, comme on peut l'imaginer après la signature pendant la vie. On pourrait, je pense, très bien imaginer que dans le cadre d'un contexte de décès, d'émotions très fortes, mais là encore, ça implique que les parties aient conscience de tout ça, ou elles sont bien conseillées par des personnes extérieures pour dire, voilà, il y a vraiment un risque de faire exploser effectivement le groupe familial. Je vous invite effectivement à nommer un médiateur qui va organiser la communication, le dialogue entre tout le monde, et pour arriver effectivement à organiser la façon dont chacun va pouvoir entrer dans le monde de l'entreprise. Oui. Bon, la communication et le dialogue, c'est bien beau, mais il y a aussi des engagements qui sont de nature à rassurer ceux qui ont des intérêts divergents, ceux qui n'ont pas été nécessairement intégrés à la vie de l'entreprise, donc qui souhaitent, au lieu de percevoir des revenus continus à travers les dividendes, encaisser le capital ou sortir d'une certaine façon. Il faut convaincre. De ce point de vue, il faut peut-être s'engager. Alors, quels sont les éléments qu'on peut mettre sur la table dans ce type de configuration, Sylvain Lasserre? Alors, si on reste sur la situation que vous évoquiez, je pense qu'on n'a pas d'alternative, enfin en tout cas à cet instant précis. Je n'en vois pas, si ce n'est j'ai en face de moi quelqu'un qui ne m'écoute pas, et alors que je sais que je peux accéder et j'ai envie de quelque chose, et donc je vais aller voir mon avocat pour dire voilà, donc on va sortir l'artillerie lourde. Donc si on en est là, c'est que déjà la situation elle est déjà très tendue, très conflictuelle. Soit on est dans une situation où effectivement je prends mon téléphone, j'appelle des personnes, j'exprime effectivement la situation telle qu'elle est, et j'ai en face de moi des personnes qui sont réceptives et disent viens, on va discuter. Mais le point de départ peut être une réticence, mais si la personne fait entrevoir qu'il y a un intérêt commun ou il y a une façon entre guillemets de rassurer par rapport aux revenus qui seront assurés aux actionnaires. Oui. Mais pour rassurer, faut-il encore que je puisse discuter avec l'autre personne. Donc si effectivement on discute et je dis moi je suis pas intéressé par le travail de l'entreprise, mais j'ai le droit en tant qu'héritier à mes actions, mes dividendes. Voilà, moi ça me convient très bien. Et si la personne de toute façon a le droit à ses actions parce qu'elle est héritière, elle va aussi hériter. Oui, mais s'il y a la confiance ou un certain nombre d'éléments qui ne sont pas intégrés, je peux me dire que la personne étant décisionnaire, elle pourra faire en sorte de faire pencher la balance en sa faveur. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir son avocat et faire monter quelque part la pression. Généralement, ça ne marchera pas. Il y a des professionnels dont le métier consiste à faire monter la pression. Alors, bien entendu. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est évitable, Sylvain Lasserre? Bon, nous avons un certain temps pour consacrer aux explications. On y viendra après le flash d'information qui nous est présenté, on l'avait annoncé tout à l'heure, par Mourad Baba à 11h. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Ceux qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien, c'est dans les détails que le diable se cache, Sylvain Lasserre. Et disons, durant la respiration musicale, nous évoquons certains cas de figure qui peut-être mériteraient des explications par rapport effectivement à ce que nous disions tout à l'heure. Des fois, il y a la nécessité de rassurer ceux qui ont une part du capital qui est parfois minoritaire. Et de ce point de vue, la question qui se pose, c'est est-ce que dans le pacte d'associés, il peut y avoir des clauses ou des éléments qui seraient de nature à rassurer ceux qui s'interrogent sur la possibilité de vendre ou de rester dans le capital en tant que minoritaire dans les situations qu'on évoquait effectivement à la suite d'un décès soudain lorsque on en est passé d'une situation d'un actionnaire principal à des héritiers qui ont différentes parts en fonction de leur quote-part dans l'héritage. Sylvain Lasserre. Oui. Alors je pense la première des choses qui rassure en tout cas un associé qu'il soit suite à un décès, si je suis associé de toute façon je peux pas être exclu
voilà, c'est un droit de propriété que j'ai sur des titres, on ne peut pas m'exclure de la société. Donc déjà, je sais que je vais garder la propriété de mes titres et donc avec le droit au dividende. Par contre, si je suis un minoritaire, oui, j'ai le droit à mes dividendes, mais je ne sais pas à quelle sauce je peux être mangé par la suite si la société ou le groupe familial aiguise des appétits d'investisseurs, peu importe l'horizon des investisseurs. Un investisseur peut être intéressé pour acquérir la totalité du capital ou une grosse majorité. On va prendre l'exemple de la totalité du capital. Je vais effectivement, on va me solliciter déjà pour donner mon accord à la cession de mes 5%, de mes 10% que j'ai, en tout cas de la minorité du capital que j'ai. Mais j'aurais pas grand chose au moment à dire, si ce n'est éventuellement à m'opposer. La valeur de. Déjà, alors sur la valeur, j'aurais pas grand mot à dire, donc je vais subir. Maintenant, je suis un minoritaire, mais je compte dans la famille. J'ai voix au chapitre. Et donc peut-être qu'on va m'écouter. Je suis un minoritaire, j'ai toujours été docile, j'ai toujours approuvé les comptes, même si je sais que les comptes ne sont pas toujours, effectivement la réalité. Et là, l'eau a débordé et donc je vais sortir l'artillerie, je vais aller voir mon avocat et je vais menacer les majoritaires ou les dirigeants d'un certain nombre de choses pour les faire plier, pour faire en sorte que la valorisation soit revue à la hausse pour que et qu'il n'y ait pas effectivement un prix, une partie qui soit payée ailleurs ou différemment, que je puisse toucher effectivement la part de mon gâteau. Ailleurs, c'est en dessous des radars. Voilà, en dehors des radars. Donc il faut déjà être avoir des éléments pour faire tout ça ou être aguerri. Après, je suis un minoritaire. Bon, je me désintéresse de la vie de l'entreprise, j'ai mis dividendes, mais n'empêche que je suis pas si bête que ça. Je sais que demain, un acquéreur pourrait se présenter, je vais négocier effectivement une clause qui va me permettre de sortir conjointement avec l'associé majoritaire. Et là, si j'arrive à négocier cette clause-là, parce que j'ai un peu voix au chapitre, je vais effectivement essayer de préserver mes droits autant que faire se peut. Donc on a différentes situations. Voilà. Il y a une situation où, il y a possiblement peut-être deux héritiers qui ont des parts un peu similaires, mais l'un n'est pas intéressé par la vie de l'entreprise, il a fait sa vie ailleurs, et l'autre est intéressé, il a été intégré entre guillemets à la vie de l'entreprise et il peut souhaiter continuer. Alors de ce point de vue, est-ce que dans le pacte d'associés, il peut y avoir des engagements entre guillemets de nature à rassurer, par exemple du contrôle sur les comptes qui peut être accepté dans ces pactes-là avec des audits ou que sais-je encore, des solutions de cette nature qui seraient à même à garantir entre guillemets la confiance entre les associés. Sylvain Lasserre. Alors je pourrais toujours vous répondre oui ou non. Oui. Tout est une question effectivement de réalité de la situation. Dans l'hésitation, j'entends que c'est difficile. Oui, parce que en fait, pourquoi ? Parce que quand on négocie, c'est comme ça où tu prends ou tu prends pas. Si on veut réellement prendre en compte la personne qui est en face de moi pour lui lire, pour la rassurer par rapport effectivement, je ne vais pas la dépouiller, je vais gérer la société, soit je suis très fair, j'écoute, il n'y a pas de souci, on peut écrire que la société sera gérée effectivement aux règles de l'art, que certaines décisions sont prises avec ton accord, etc. On peut organiser tout ça. Il y a une autre façon, quand c'est assez compliqué, c'est aussi de rentrer sur, mais tu me demandes telle clause, mais moi je veux bien, mais déjà j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu as en tête. Donc on rentre dans un scénario de communication, de dialogue plus important pour dire ok, maintenant je comprends effectivement la raison pour laquelle tu souhaites ce type de protection, je suis d'accord ou je suis pas d'accord pour telle raison, discutons. Voilà, il y a toute une réalité. Mais si on prend l'exemple de 50-50, ici, ça veut dire que moi je suis juste intéressé par mes dividendes, je ne participerai jamais au pouvoir, quelque part, je vais essayer de m'engager à ne jamais voter contre puisque je bloque, j'ai 50%, donc j'ai bloqué de toute façon les décisions. Donc on va plutôt organiser en disant par exemple, chaque fois qu'il y aura une décision à prendre, je m'engage à ne pas voter contre la décision. Oui. Mais moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais pratiqué et c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que
à un moment donné, il se peut que les intérêts divergent et que ce à quoi je m'étais engagé, je vais trouver un moyen finalement pour donner son engagement, ou en tout cas ne pas le respecter. Mais la question c'est, qu'est-ce qui se passe si une partie qui s'engage à un certain nombre de choses ne respecte pas ni l'esprit, ni les clauses sur lesquelles elle s'est engagée dans ce type de pacte, entre guillemets, d'associés ou d'actionnaires? Je dirais que... Alors, je ne respecte pas mes engagements. Si c'était un engagement à faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. Bon, là, on rentre un petit peu dans le droit commun. Je n'ai qu'à aller saisir le juge, effectivement, pour obtenir des dommages et intérêts. J'ai pas d'autres. J'ai fait ou je n'ai pas fait. Des obligations de donner. Alors, je sais pas s'il y a de la jurisprudence au Maroc, mais si je m'étais engagé à céder mes actions, je vais laisser saisir le juge pour dire que l'autre partie, effectivement, n'a pas respecté son engagement de céder ses titres pour demander l'exécution. Oui, c'est une astuce suffisante sur laquelle on peut s'appuyer lorsqu'il y a ces engagements qui sont écrits noir sur blanc dans un pacte d'associés. C'est là où, effectivement, la rédaction doit être très fine pour que l'engagement, s'il n'est pas exécuté, puisse être effectivement... on demande au juge d'obtenir l'exécution de l'engagement cédé ou de la promesse effectivement que j'avais prise de céder mes titres à telle personne dans telle effectivement condition. Donc là, ici, la rédaction doit être très fine pour permettre effectivement ensuite l'exécution de l'obligation qui n'a pas été réalisée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que il est important de purger les différends quand on peut, parce que sinon je n'ai que mes yeux pour pleurer. J'avais dit que j'allais pas voter contre, ou que j'allais voter pour. Je reste mes mains dans mes poches, ou je vote l'inverse. La décision est adoptée ou n'est pas adoptée. Entre-temps, c'est la société qui subit. L'autre dit, vous n'avez pas respecté les obligations du pacte. Oui, effectivement. Première question, c'est la question pourquoi je ne l'ai pas fait, donc ça veut dire qu'il y avait un conflit quelque part, et je ne l'ai pas fait, je suis désolé, tu n'as que tes yeux pour pleurer, et on continue la vie. Mais il n'y a pas... mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il y a une situation conflictuelle, c'est ça qui est le plus important. Moi, je pense que, vous le sentez, c'est ça le point, c'est purgeons les situations conflictuelles pour ne pas en arriver là, ou même si on en arrive là, mettons-nous autour de la table pour comprendre ce qui se passe. Oui. Ce sont les derniers articles sur le règlement des différends. Les derniers articles qui sont rédigés dans ce type de pacte d'associés. On y vient, parce que si j'entends bien, parfois les différends sont de nature de l'ordre des relations personnelles ou des relations familiales, si main à la serre. Quelquefois c'est au terme de médiation qu'on va signer ce type de pacte, et comment on peut augmenter les chances pour que ces différends puissent être réglés s'ils surviennent dans les meilleures conditions. S'il y a des articles qui traitent effectivement le règlement des différends, c'est que quelque part il y a des feuilles de route sur lesquelles on peut se mettre d'accord, qui sont de nature à permettre davantage de préserver les intérêts communs ou patrimoniaux. Alors, je crois que c'est ce que je disais au début de notre discussion. Le contrat, c'est une histoire personne physique, de relations humaines, et dès le départ, dans la négociation du contrat ou du pacte d'associés, parce que c'est exactement pareil, je dois être à l'écoute de l'autre. Parce que la construction d'un pacte d'associés, c'est de faire converger des intérêts qui sont, pour une large partie, divergents, si ce n'est que faire en sorte que l'entreprise fonctionne, pour que chacun puisse en tirer profit. Mais on a des partenaires, je vais les appeler comme ça à ce niveau-là, qui ont des intérêts divergents. Peut-être qu'un partenaire technique, quand il entre dans une société, il a un objectif particulier qui ne va pas forcément dire à la personne derrière lui, et réciproquement. Un fonds d'investissement, quand il entre dans le capital, c'est pour en sortir à un moment donné, il attend un retour sur investissement. C'est pas la même logique que l'associé historique, qui peut être dans une dimension familiale, qui est une façon de voir les choses. Donc les intérêts sont complètement divergents. Donc moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, quelles que soient les situations, c'est de faire en sorte que la négociation se fasse en prenant en compte les intérêts, des besoins et des intérêts des parties. C'est-à-dire que chacun s'exprime pourquoi il veut ça par rapport à ses objectifs. Donc ici, le juriste, il prend une autre casquette, il est juriste, mais en même temps, il essaie de comprendre ce qui se passe, quels sont les besoins, pour pouvoir dire « Ok, non, on n'est pas OK sur tel type de clause, ça on peut l'accepter, ça non, parce qu'on ne comprend pas, et nous, pour telle raison, ça ne nous convient pas. » Et on discute sur des éléments objectifs. Donc dès le départ, il faut créer ce lien.
Et si on commence à travailler comme ça, on va travailler sur la confiance, parce qu'on va exprimer nos besoins et nos attentes. Et il ne faut pas avoir peur non plus, je ne veux pas dire de créer le conflit, c'est pas ça, mais de le faire apparaître en tout cas, de pousser l'autre un petit peu, pas dans ses retranchements, mais arriver à ce qu'il s'exprime. Parce qu'on peut avoir une personne en face de soi qui négocie, qui a fait un certain nombre de choses, et qui d'un seul coup va complètement se transformer dans une situation qui est tendue. Donc il vaut mieux savoir que cette personne-là qui est en face de moi peut à un moment donné, dans le cadre de ses intérêts, je veux dire, prendre des positions dures en négociation. Donc il vaut mieux le savoir maintenant que le découvrir pendant l'exécution du contrat. Dans la feuille de route, est-ce qu'on peut s'organiser sur la façon qui permet de le faire apparaître ou faire apparaître cette divergence possible d'intérêt qui existe. Il n'y a pas de feuille de route, je dirais. Qu'est-ce qu'on met dans ces articles concernant les différents? Je vais juste terminer. Donc, dans la phase de construction du contrat, on peut travailler la confiance avec l'autre. Je peux mettre des clauses qui vont permettre effectivement de trouver des solutions en cas de conflit. Je pensais notamment à la clause de retrait. Effectivement, quand il y a des conflits, qu'un conteste quelque chose qui n'a pas été fait par l'autre, notamment au niveau des fonds d'investissement essentiellement, on met en œuvre la clause de retrait à un prix, etc. Ce sont des clauses qui donnent lieu quand même à des contestations, mais au moins c'est une façon de purger le conflit. Si on n'est plus d'accord, voilà. Alors on peut contester l'exercice du droit de retrait en contestant la raison pour laquelle il était exercé. Ça, je ne le nie pas. Mais au moins c'est une façon de sortir de la situation dans laquelle on est. Après il y a des définitions, il y a pas mal d'ingénierie juridique où on ne va pas rentrer dans trop les détails. Après, effectivement, si tout ça ne suffit pas, on va basculer sur la clause de différend. Et celle-ci, c'était aussi une clause stratégique parce qu'elle doit organiser la façon dont les parties vont gérer effectivement les différends. Et on voit trop souvent, je crois que je l'avais dit sur vos ondes il y a quelques temps, on voit trop souvent des copier-coller de clauses, mais qui ne sont pas du tout adaptées à la situation. Où en fait, de manière très schématique, en cas de conflit, les parties s'engagent effectivement à gérer, à solutionner à l'amiable dans un délai de 15 jours, 1 mois, le conflit. À défaut, on va à l'arbitrage. Sauf que vous savez comment, lorsque les personnes sont en conflit, quand on leur donne 15 jours, 1 mois, 2 mois, si elles ne sont pas arrivées avant, elles ne vont pas arriver après. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'intégrer un tiers dans ce processus. Donc il faut intégrer la médiation, de préférence avec un centre de médiation. Donc ce tiers qui est complètement neutre, son rôle, ça va être recréer les conditions du dialogue. On revient toujours effectivement à cette notion de dialogue, de communication, pour permettre à chacun de s'exprimer sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a été pas fait. Et après, comment on en est arrivé là? On va pas rentrer dans le sujet de la médiation, on avait discuté, on pourra peut-être en discuter une prochaine fois, plus profondément. Mais voilà, recréer ce dialogue. Et puis, si la médiation n'aboutit pas, il sera temps de passer effectivement à l'arbitrage ou éventuellement au tribunal si on n'a pas prévu l'arbitrage. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur des contrats ou dans une relation à moyen ou à long terme, si je suis entré dans cette relation, c'est que j'ai besoin de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Ou le projet dans lequel je suis entré, moi, m'intéresse. Il y a pu y avoir effectivement une dissonance à un moment donné, mais moi, mon intérêt, de toute façon, il est toujours là, ou alors je me dis, bon, c'est plus possible, le conflit est trop dur, même si on parle, je n'arrive pas à comprendre ma compte, mais je dois quand même sortir de la meilleure façon possible. C'est vrai aussi pour les mariages, si on y pense, c'est qu'on y avait quelque intérêt. Et puis, on peut, au fil du temps, y voir les choses un peu différemment. Ouais. Alors, je vais vous répondre, mais peut-être que chez les auditeurs, ça réveillera des souvenirs, en tout cas pour les personnes qui connaissent Causian, avec son manuel droit des sociétés, où il disait, effectivement, avant de se marier, enfin le droit, les contrats, c'est comme le mariage, mais avant de se marier, effectivement, il y a les fiançailles, il faisait référence au contrat de location-gérance. Je referme la parenthèse sur le sujet, mais oui, alors je suis resté sur cette image, oublions la location-gérance, quand je me marie avec quelqu'un, oui, la mariée ou le marié, je le connais, on a vécu au début avant de se marier, mais est-ce que l'histoire va rester belle tout le temps? Le pacte d'associés, la relation entre associés, c'est exactement la même chose. En fait, tant que tout se passe bien,
On ne va pas regarder les documents qu'on a signés. C'est le jour où ça se passe mal, on va se plonger dans le document et on va se dire, zut, tiens, on n'a pas prévu ça, on aurait pu prévoir ça. Et là, ça va être compliqué, effectivement. C'est pour ça que si on reste sur la médiation, en tout cas, le monde amiable, structuré, mentionné, oui, c'est une forme de médecine préventive. Voilà, et il faut mieux la prévoir que ne pas la prévoir du tout. Parce que c'est tous les cas qu'on a vus, c'est très compliqué de faire venir quelqu'un en médiation lorsqu'il n'a pas. Lorsqu'il la cause n'a pas été mentionnée dans les. Lorsque son opinion a été forgée ou c'est parfois on a des idées définitives. Il est 11h26. On va profiter de la respiration musicale. On se retrouve après le flash d'information. Et nous restons bien entendu ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et bien, chers auditeurs, nous sommes avec Sylvain Lasserre et nous parlons des pactes d'associés. Nous évoquons également les cas, effectivement, de fusion, d'acquisition, et c'est sensiblement différent. Il y a cet adage qui dit que l'union fait la force à condition de respecter les différences. Et de ce point de vue, lorsque les cas de fusion, et il en a existé, par exemple dans le secteur des assurances, dans un certain nombre de secteurs également, des fusions d'entreprises, il y a parfois une armada de juristes qui vont conseiller les deux parties. De ce point de vue, est-ce qu'il y a des conditions optimales dans lesquelles ces décisions peuvent être menées à bon terme et d'une façon effectivement permettant à ce que les choses se fassent de façon presque indolore pour les entreprises, donc pour les salariés, donc pour les actionnaires concernés? Sylvain Lasserre. Alors là, effectivement, on touche à un autre sujet, mais qui est lié malgré tout au pacte d'actionnaire, parce que ce genre d'opération donne lieu à la négociation de la documentation juridique, et dont le pacte d'actionnaire, en tout cas, lorsqu'on a plusieurs actionnaires avec des intérêts différents, l'acquéreur et l'associé historique, pardon. Alors, déjà, je pense qu'il faut distinguer l'opération souvent on utilise l'opération de cession et fusion, acquisition-fusion. En réalité, ce sont deux opérations qui sont différentes sur un plan juridique. Juste avant de répondre à votre question, la fusion, il y a une société qui en a absorbé une autre, et celle qui a absorbé disparaît. L'acquisition d'une entreprise, j'ai un actionnaire, une société, peu importe, une personne, un investisseur qui va acquérir tout ou partie du capital d'une société. Donc la société qui est rachetée, elle ne disparaît pas, elle continue sa vie avec un nouvel actionnaire, soit qui est majoritaire, soit qui est minoritaire, ou qui détient la totalité du capital. Donc ce sont deux opérations différentes. Alors si on en revient effectivement à la fusion, du fait de vos questions, c'est c'est la difficulté de ces opérations de fusion. On a deux choses. La première, qui va être liée, quelle société va absorber l'autre. Donc ça c'est effectivement des sujets, sauf si il est une évidence que telle société va absorber une autre quand une part effectivement sur une opération de croissance externe, par exemple, où elle veut grossir son marché, elle veut acquérir une technologie. Enfin, il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte que le sens de la fusion est au regroupement ou la fusion. Voilà. Oui. Après, je ne vais pas rentrer dans les fusions parce que là, je suis pas un spécialiste sur dans quel sens les opérations vont se faire, parce qu'après, il peut y avoir effectivement des effets fiscaux, et je laisse ces aspects-là professionnels du chiffre et de la fiscalité. Je veux juste rester sur le principe, on a une société qui va disparaître. Alors, elle disparaît, c'est la société qui disparaît, c'est la structure, mais la réalité de la société, c'est tout ce qui fait son actif et son passif, ces éléments-là, son patrimoine, il est transmis, voilà, y compris les contrats, il est transmis à la société qui va absorber. Et donc toute la difficulté, c'est déjà, d'une part, comment valoriser effectivement cet actif et valoriser les deux sociétés pour savoir une action de telle société vaut une action de telle autre. Donc là, il y a tout un travail effectivement de valorisation et déjà de discussion entre les entreprises
sur le poids de chacune d'elles pour qu'il y ait effectivement un rapport d'échange qui soit cohérent avec le poids de chaque entreprise. Le rapport d'échange, c'est la valorisation. Oui, il est basé sur la valorisation des deux sociétés. Donc il y a des expertises qui sont établies. Voilà, il y a effectivement des personnes, les financiers, qui vont en faire appel effectivement à des experts qui vont valoriser les entreprises pour arriver à dire, par exemple, que une action de la société qui va être absorbée en vaut X de l'absorbante, peu importe. Mais ici, par rapport à votre question, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà ici, on a aussi le coût de la valorisation. Le coût de la valorisation. Donc on a évoqué tout à l'heure effectivement, éventuellement, les aspects politiques à la fusion, éventuellement le sens, mais si on laisse tomber ça, il va falloir que je convainc l'entité que je cible. Il va falloir que je la convaincre à l'absorber. Alors peut-être parfois, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que pour l'absorber, effectivement, d'être prise par quelqu'un d'autre, sachant qu'au final, les associés de l'absorber, c'est eux qui vont voter la fusion. Donc il faut que la mariée soit belle et que ce qu'ils vont recevoir, les titres de l'absorbante qu'ils vont recevoir, par la valorisation, les perspectives dans cette entreprise soient suffisamment alléchantes pour dire ok, on va voter. Vous avez soulevé effectivement 2 points. Très rapidement le sujet des contrats, mais ça on pourra peut-être revenir dessus, mais vous parlez des salariés. C'est une grande différence aussi, c'est que mais ce qui est vrai pour les salariés est vrai pour les dirigeants des 2 sociétés. On ne va pas élargir effectivement le nombre de salariés. Enfin, en tout cas, vous me dire que ces opérations de fusion peuvent donner lieu à des doublons. Voilà. Aussi bien au niveau effectivement des salariés que des directions. Et qu'il va falloir effectivement faire de la place. Malheureusement, c'est un peu vulgaire comme expression, mais effectivement, il y a des personnes qui vont subir les opérations de fusion et les personnes qui la subissent, c'est effectivement les salariés qui vont être licenciés, même si le Code du travail oblige à la reprise des salariés, mais à un moment donné, effectivement, il y aura une réalité qui sera là. Pour les personnes qui sont à la direction des entreprises, ça peut être tout aussi violent de savoir que, ou en tout cas, il va falloir accepter peut-être que je perde mon poste ou qu'il y ait une alternance dans la direction. Donc il y a là encore une opération de fusion à une réalité humaine qui peut être coûteuse parce qu'une personne peut perdre son travail, coûteuse humainement, on peut vivre des choses différentes. Et même si je rentre dans l'entreprise, et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a 2 cultures qui vont aussi... l'objectif, c'est que ces 2 cultures fusionnent, elles également. Mais ça peut être très compliqué. La culture d'entreprise peut être très forte. Celle de l'entité qui va être absorbée peut être aussi très forte, et donc on peut avoir 2 mondes qui vont se rencontrer. Oui. Et il y a des fusions, là j'ai pas d'exemple sous la tête, mais je sais que j'avais lu à certaines époques certaines choses, il y a des fusions qui échouent parce que c'est très compliqué de faire matcher des cultures différentes. Et bien entendu, parce qu'il y a parfois des façons de travailler qui sont sensiblement différentes, et on peut mal vivre le fait d'avoir un certain nombre de... Oui, nous sommes des êtres territoriaux, prébendes, une façon des responsabilités, et ces responsabilités peuvent être soumises à un droit de regard ou peuvent être évoluées mais négativement. Donc quels sont les éléments, outre la valorisation et le coût de l'opération, qui sont négociés dans ces contrats-là? Alors, généralement, dans les entreprises, je dirais, d'une certaine taille, où il y a des opérations, c'est faire passer la pilule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est expliquer aux salariés pourquoi on va mener cette opération de fusion. Les pourquoi, quelles raisons qui nous ont mené, l'entreprise qui va être absorbée, c'est de rassurer les salariés d'une façon ou d'une autre en disant vous allez être repris, de toute façon la loi vous oblige, mais votre place est assurée dans l'entreprise. Si malheureusement il va falloir séparer du personnel, peut-être que les plans sont déjà organisés. Je vais partir du principe où les choses sont négociées, où il y a un package qui va être négocié, et donc je sais que si je dois quitter l'entreprise, en tout cas financièrement, je vais recevoir telle chose. Donc c'est déjà rassurer effectivement les salariés de l'entreprise.
Il faut aussi penser à rassurer peut-être les principaux partenaires de l'entreprise. Oui, il y a les fournisseurs, les clients, les fournisseurs, parce que tous ces gens-là, les contrats vont être transférés à la société absorbante. Alors, là encore, logiquement, ils sont transmis sans qu'il y ait une formalité particulière, sauf si dans le contrat, on a une clause qui prévoit que, en cas d'opération de fusion, il faudra l'accord ou en tout cas informer dans un premier temps le partenaire. Donc il faut aussi aller regarder les contrats. En tout cas, au-delà de la dimension juridique, il va falloir aussi rassurer le partenaire, surtout si c'est un partenaire stratégique ou que le partenaire de l'absorbé, la société absorbée est un partenaire stratégique, même si l'absorbante récupère actifs et passifs, qui je vais avoir en face de moi. Oui, mais j'ai l'impression que ce sont des éléments presque de bon sens. C'est pour que les choses se passent, disons, de façon indolore ou à éviter des dégâts potentiels, il faut agir de cette façon-là. Alors, par écrit, ce sont des engagements sur lesquels on peut se mettre d'accord, si j'entends bien, Sylvain Lasserre, ou... Alors, sur le mal des opérations que j'ai pu mener, je n'ai pas eu l'occasion de drafter ce genre de document, mais il est logique qu'on prévoit effectivement, alors ça peut être dans des lettres d'intention ou dans des protocoles d'investissement, d'opération, d'organiser effectivement la façon dont les choses vont se passer. Et très souvent, c'est ce qui va aussi permettre après aux organes de gouvernance d'aller sur le sens effectivement qui est proposé, parce que nous avons des engagements qui ont été pris par la société absorbante. 11h45 minutes, c'est le moment de profiter de la respiration musicale et on reprendra dans quelques instants la suite de notre émission des experts. Et nous sommes à l'antenne avec notre invité Sylvain Lasserre, et nous sommes à l'antenne également avec un auditeur, mais qui est un expert qui nous rend visite. C'est Mohamed Tougani qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour Badr, bonjour Sylvain. Badr, vous avez de la bonne musique, hein? Oui, on remercie à la programmation musicale. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce que disait depuis ce matin notre ami Sylvain. Je voudrais juste apporter des compléments, des témoignages par rapport à la fusion-acquisition. Oui. Effectivement, la fusion est une opération assez complexe. Et en plus, d'abord, il y a toute une préparation qui se fait en amont. Parce qu'avant de signer le traité de fusion, les gens se mettent d'accord sur un certain nombre de choses, parce que la fusion met en exergue pas uniquement l'aspect financier, l'aspect fiscal, l'aspect humain, etc. Et même parfois, comme le disait à juste titre Sylvain, il y a aussi malheureusement des déperditions, il y a des salariés qui partent, il y a des doublons qui sont là. Donc moi je conseille aux gens qui, d'ailleurs pas même les experts comptables, ils ne font pas les fusions toutes les semaines. Enfin, les missions de fusion arrivent de temps en temps. Et généralement il faut voir aussi le sens de la fusion, parce qu'effectivement on a deux sociétés, l'absorbante et l'absorbée, mais il y a des fois, aussi bien l'absorbante que l'absorbée décident de disparaître tous les deux pour créer une troisième société. Donc ou bien on a une société A qui absorbe une société B, il faut voir aussi le sens de la fusion ou de l'absorption. Parce que aussi il y a énormément d'intérêts de point de vue fiscal, parce que la fiscalité joue énormément un rôle important pour que les gens sachent dans quel sens. Et quand je disais préparer traité de fusion, dans le Code général des impôts, vous avez aussi des régimes de faveur. Aussi bien au Maroc qu'en France, ces régimes-là, il faudra savoir aussi en bénéficier pour surtout tout ce qui est plus-value, etc. On ne peut pas le taxer, on le taxe qu'après quand la société, donc il est mis dans la société qui est le résultat de l'absorption, et la fiscalité n'est pas assujettée tout de suite, mais bien après. C'est pour cela que l'aspect fiscal dans le traité de fusion joue un rôle énormément. Oui, mais ce que j'entends, Mohamed Tougani, c'est qu'il y a un risque fiscal à éviter. Alors, sur l'aspect fiscal et comptable, entre guillemets, de la valorisation, entre guillemets, qui sera effectivement le résultat de l'opération. Et ça aussi, il faut quand même rester assez vigilant, parce que finalement, on fait appel assez souvent à des experts comptables parce qu'on calcule ce qu'on appelle la valeur d'échange. C'est-à-dire, j'échange 2 actions de A pour une action de B, ou 3 actions de C pour une action. Ça, c'est très important, parce que aussi, la valorisation des entreprises ne se fait pas uniquement sur l'aspect comptable, parce que finalement, quand on valorise une entreprise,
savez qu'en matière comptable, c'est que tout est comptabilisé en coût historique. Ça veut dire que un terrain qui existe dans une entreprise ou un bien immobilier il y a 30 ans, il n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc la valorisation doit d'abord tenir compte de la mise à jour des informations, parce que la base des informations, c'est pas toujours la valeur comptable, mais la valeur réelle. C'est-à-dire, on fait tout un traitement comptable de bilan comptable vers le bilan financier avant de calculer les valeurs d'échange. Et les valeurs d'échange aussi, il y a toujours aussi des discussions entre experts comptables. C'est pour cela que parfois, on préfère quand même deux experts comptables, l'un du côté de l'absorbé, l'autre de l'absorbé. Oui, c'est des armades de juristes et d'experts comptables d'un côté comme de l'autre. Absolument, pour essayer de confronter leurs conclusions respectives. Parce que finalement, on ne voudrait pas qu'un expert soit plus ayant tendance vers l'entreprise A ou l'entreprise B, etc. Donc, c'est une opération d'abord qui mobilise des juristes chevronnés comme Sylvain, des experts comptables, des gens des ressources humaines, etc. Donc, c'est une opération relativement importante. Il faut le préparer bien avant, en amont. On ne décide pas du jour au lendemain qu'on fait de la fusion. Moi, je reçois parfois des clients qui me disent: moi, je voudrais créer un holding, les sociétés que j'ai, je voudrais les fusionner dans la holding. Mais on ne le fait pas du jour au lendemain, il y a toute une préparation qui se fait en amont. C'est tout ce que je voulais apporter par rapport à ça, et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Simon. Et bon courage, et puis bon courage aussi pour Sylvain. Merci, cher Mohamed, merci beaucoup. On souhaite une bonne journée, Mohamed Tougani. Nous, on arrive presque au terme. Oui. Oui. On arrive presque au terme de notre émission. Alors, l'acquisition, c'est difficile d'en parler en si peu de temps. Sylvain Lasserre, alors, en ce qui concerne aussi ce type d'opération, s'il fallait donner une idée sur le procédé aussi qui permet de mener à bien ce type d'opération, en guise de conclusion, mais ce sera, on aiguise les appétits, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir plus en longueur dans d'autres émissions. Oui, notre interlocuteur, auditeur, effectivement, a compris un certain nombre de points, et du coup, j'ai noté, peut-être pour une prochaine émission, d'autres sujets liés à la fusion, mais on n'a pas le temps. Parmi les choses que les parties vont négocier, c'est ce qu'on appelle la garantie d'actifs et de passifs, aussi, qu'on retrouve dans les acquisitions. C'est-à-dire qu'effectivement, j'achète pour 100. Si demain, effectivement, la société ne vaut que 90, il va falloir indemniser celui qui a mis les 100 parce qu'il a perdu 10. Tout à l'heure, j'évoquais très rapidement le sujet pour les salariés, la risque de perte de leur poste, etc. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, on aura effectivement l'information du comité d'entreprise aussi, dont il va falloir tenir compte, en tout cas un droit d'information. Donc il y a ce sujet-là de la dimension syndicale, je veux dire de manière très, très générale. Un point qu'on n'a pas évoqué non plus, qui est un point important, c'est la notion de concentration, puisque des opérations de fusion peuvent entrer dans le champ des concentrations économiques. Et on sait qu'aujourd'hui, le Conseil de la concurrence est vraiment très, très pointilleux, très vigilant sur le respect des dispositions légales. Donc ça, effectivement, comme la régie. Voilà, c'est un champ, sont des champs de discussion, et je pense qu'on n'aura pas le temps de les traiter en une minute. Donc en tout cas, peut-être pour clôturer, sauf si on a encore 2 minutes, et pour rejoindre ce que nous dit Mohamed Tougani, sont des opérations qu'il faut préparer à l'avance par rapport effectivement à ce cadre légal et bien sûr le cadre financier et l'aspect fiscal. Alors, il y a une vigilance qui s'exerce. On essaie d'être dans les temps, toujours à la radio. Il est 11h57 et effectivement, nous arrivons au terme de notre émission. Je te remercie Sylvain Lasserre pour cet échange. Nous nous retrouvons demain pour d'autres thématiques des experts. Mais l'heure est aux actualités. Ils nous seront présentés dans quelques instants par Commerce. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.